de s'en tenir là si on ne participe pas. Je terminerai à propos du dépistage sur ce point-là, le taux de participation. On sait statistiquement que si on veut montrer qu'un dépistage est efficace, que qu'il s'agisse du dépistage du cancer du côlon, du dépistage du cancer du sein, du dépistage de n'importe quelle maladie, même pas cancéreuse, on sait que pour démontrer l'efficacité du dépistage, il faut prendre un indicateur d'efficacité. L'indicateur d'efficacité pour le cancer, c'est la réduction de la mortalité. Pour réduire la mortalité par cancer, du cancer du côlon par le dépistage, il faut un taux de participation de la population globale qui soit égal au minimum à 50%. Il faudrait que théoriquement, 50% de la population entre 50 et 75 ans participe au dépistage du cancer du côlon pour réellement pouvoir affirmer de manière scientifique, certaine, statistiquement contrôlée, que le dépistage améliore les choses. Actuellement, on se contente de peu. On prend les résultats positifs, on les prend. Ceux qui participent, ils en bénéficient et tant mieux. Tant mieux pour eux, tant mieux pour tout le monde. Mais si on arrivait à avoir des taux de participation plus élevés, eh bien, on aurait des résultats encore meilleurs. On a franchi pour le cancer du sein le seuil des 50%. On est actuellement à 60% de participation en France. Alors on crie aux victoires, mais pas trop fort, parce que ils sont loin, enfin ils pourraient nous entendre. Les Danois et les Suédois, dès les premières années, ils étaient à 90% de participation. 90%. Nous, on a mis 20 ans pour le sein à arriver à 60%. Et le cancer du côlon, quel est le taux de participation actuellement du cancer du côlon? Dans l'Hérault, où tout le monde reçoit l'enveloppe bleue dans la boîte aux lettres, le taux de participation est de 29%. 29%. Ça veut dire inférieur à 30, ça veut dire largement inférieur à 50, ça veut dire qu'on est largement en deçà des possibilités de démontrer scientifiquement l'efficacité du dépistage dans le cancer du côlon. Alors vous allez me dire, mais à quoi sert d'avoir une démonstration scientifique, puisqu'on sait que c'est mieux de le faire? La démonstration scientifique, c'est ce que les payeurs nous demandent. Quand vous allez voir l'assurance maladie qui vous dit, bon, très bien, ce que vous racontez là, c'est gentil, mais est-ce que les malades meurent moins? Ah, je pense que oui, mais ça ne suffit pas, il faut des chiffres. Et donc, si on veut réellement, on est dans un pays assez, sur le plan de la santé, assez bien développé, sur le plan de la santé publique, un des rares pays où le dépistage est gratuit, profitons-en. Essayons de bénéficier de tout ce que la collectivité nous offre. En fait, la collectivité, c'est vous, c'est nous, c'est nous qui nous l'offrons. Mais profitons-en. Il y a des gens compétents qui sont là pour en faire, pour le mettre en œuvre. Utilisons les moyens qu'on met à notre disposition pour arriver à des diagnostics de plus en plus précoces et à des résultats thérapeutiques meilleurs que ceux que l'on peut obtenir sans le dépistage. Donc ça, c'est quelque chose que je martèle régulièrement quand je parle du dépistage à droite ou à gauche. Participer. C'est pas toujours facile pour le côlon. C'est le plus difficile à faire accepter le côlon, parce que c'est plus facile de faire une mammographie, c'est plus facile, c'est mieux accepté actuellement de faire un frottis du col. La recherche de sang dans les selles, bon, c'est pas évident, on n'a pas envie, on sait après que si c'est positif, il y a la coloscopie. Et puis, il y a un facteur limitant, certains ne seront peut-être pas d'accord, certaines pas, mais certains oui, c'est le fait que ça touche les deux sexes, et que l'homme se soumet, on le sait, se soumet beaucoup moins facilement que la femme à des examens médicaux répétés. C'est plus difficile à faire accepter. On le sait très bien, il y a des populations de cancer chez les masculins, des populations de cancer féminin. L'approche psychologique n'est pas du tout la même, absolument pas. C'est comme ça, on n'est pas joli, voilà. Et donc on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses à dire, à redire dans les réunions que nous avons pour le cancer du côlon, parce que c'est pas demain la veille qu'on va arriver à 50%. On a mis, je vous disais, 20 ans à passer les 50% pour le cancer du sein. Donc là, pour le cancer du côlon, ça va être pareil. Donc il ne faut pas croire qu'on va y arriver en un jour. Donc voilà le dépistage. Je ne vous ai probablement pas tout dit. S'il y a des points d'éclaircissement, vous allez me les demander dans quelques instants au moment de la discussion. Mais il y avait également un mot sur la prévention. Alors,
la prévention du cancer peut se faire déjà, il y a plusieurs types de prévention, primaire, tertiaire, quaternaire, peu importe, mais pas à la fac. Donc il y a déjà la prévention par la recherche du polype, parce que je vous ai dit, traiter un polype, c'est prévenir le cancer. Bon, très bien. Mais il y a la prévention aussi que nous pouvons, nous appliquer à nous-mêmes par notre comportement, et en particulier notre comportement nutritionnel. Alors, la nutrition diététique, je pourrais vous parler pendant très longtemps là-dessus, mais je vais être très bref. Et ensuite, je vous parlerai également d'autres éléments qui sont aussi très importants. Ça peut paraître curieux, mais c'est comme ça. Même pour le côlon, c'est important ce que je vous dirai en terminant. Mais d'abord, la diététique. Alors, les grandes idées, c'est quoi? Les grandes idées, c'est qu'il faut combattre d'abord un des fléaux qui nous guette. Ça a mis du temps pour traverser l'Atlantique, les Américains, ils sont en plein dedans, mais ça arrive chez nous, c'est l'obésité. L'obésité, pourquoi? Parce que nous avons une ration calorique quotidienne qui est trop élevée. Normalement, c'est 2000 calories par jour qu'il ne faudrait pas dépasser. Si vous calculez bien, nous sommes tous, pratiquement tous, largement au-delà de 2000 calories par jour. Pourquoi? Parce qu'on se nourrit de mieux en mieux et qu'on se nourrit avec des éléments de plus en plus caloriques, nutritifs. L'Organisation mondiale de la santé a publié il y a 2-3 ans, alors c'est quelque chose qui peut paraître à dire indécent à l'heure actuelle dans la période que nous vivons, mais l'organisation, vous allez voir pourquoi, l'Organisation mondiale de la santé a publié des chiffres absolument nouveaux, révolutionnaires, j'allais dire. Actuellement, l'humanité meurt plus de surnutrition que de sous-nutrition. Il y a plus de morts par les maladies dues à la façon de mal s'alimenter que par famine. Alors bien sûr, et les famines, si on regarde bien, les famines économiques n'existent pratiquement plus par rapport au siècle dernier. Les famines actuellement, c'est des famines qui toutes, la grande majorité, sont d'origine politique. Des conflits, des déplacements de population, pour des raisons politiques, ça tue, bien sûr, mais la famine, la vraie famine, tue moins que les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'artériosclérose, etc., qui sont des maladies de la surnutrition. Donc, combattre l'obésité. Combattre l'obésité, ça c'est important. Ensuite, deuxième chose, avoir une alimentation équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire? L'alimentation équilibrée, vous savez, il y a 3 types d'aliments, les glucides, les sucres, les lipides, les graisses et les protéines, tout ce qui est d'origine l'alimentation carnée, animale, le poisson, les œufs, etc. Et il faut une alimentation équilibrée dans les 3. Alors tous les régimes hyper-protidiques ou hypolipidiques ou je sais pas quoi, enfin, tous les hyper-lipos, tout ça, bon, c'est bon pour la littérature de Sainte-Attente, mais ça n'a aucun support scientifique. Et il ne faut surtout pas se mettre dans ce genre d'application pratique de ces conseils diététiques qui n'ont aucune raison d'être. Donc équilibrer les rations. Alors bien entendu, vous n'allez pas manger autant de sucre quand vous êtes diabétique insuliné que quand vous n'êtes pas diabétique insuliné. Ne dites pas, il a dit que vous pouvez manger n'importe quoi. Non, il faut être équilibré quand on n'a pas de maladie métabolique préalable, de comorbidité. Équilibré aussi sur le plan calorique, c'est-à-dire, je vous ai dit, pas plus de 2000 calories par jour, et ces 2000 calories doivent être réparties dans les 3 repas, matin, midi et soir. Alors là, je peux vous dire, si on faisait une enquête dans cette salle, je ne sais pas si on arriverait à montrer, enfin, en tout cas, moi je serais totalement d'emblée exclu du système, si on arrive à montrer qu'on mange autant le matin au petit déjeuner que ce qu'on mange à midi ou surtout le soir. Le gros repas le soir, c'est pas très bon. Il faut 3 repas équilibrés et l'absence de petit déjeuner, c'est pas bon non plus. Il faut prendre quelque chose le matin. Et le mieux, c'est le déjeuner anglo-saxon, avec une tranche de jambon ou un œuf le matin. Bon, je ne le fais pas, mais moi, je voudrais le faire. Ça, c'est la meilleure façon. Bon. Et ensuite, il y a quelques autres règles. Les grandes règles, c'est quoi? C'est la diminution de notre alimentation carnée, et en particulier les viandes rouges. Alors, je ne veux
Les régimes végétariens, non, pas bon. Les régimes véganes, encore pire. Alors maintenant, il y a un nouveau mot là, qui est extraordinaire, qui s'appelle le régime flexitarien. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est exactement ce que faisaient nos grands-parents. Hein. Quand ils avaient envie de manger ça, ils le mangeaient. Quand ils avaient envie de manger ça, ils le mangeaient. Et puis c'est tout. Mais bien sûr, ce qu'on a ajouté, c'est qu'il ne faut pas le manger comme un cochon. Vous pouvez manger de la viande de manière raisonnable, de n'importe quoi de manière raisonnable. Alors qu'est-ce que c'est que la viande rouge de manière raisonnable? C'est pas plus, si possible, de 500 à 700 grammes de viande rouge par semaine. C'est pas plus de 500 grammes de charcuterie par semaine, ce qui est déjà pas mal. Pas plus. Ensuite, c'est insister sur les fruits et les légumes. Ça, c'est vrai. Et c'est très vrai pour combattre l'obésité, et c'est très vrai encore plus pour la prévention du cancer du côlon. Pourquoi? Parce que les acides gras, les graisses saturées, d'origine animale, qui cuisent, sont beaucoup plus toxiques, beaucoup plus agressifs pour la muqueuse du côlon, et a fortiori quand il y a un polype, beaucoup plus agressifs que quand il y a moins d'acides gras. Hein, donc réduire les graisses animales, surtout cuites, pour le côlon. Et les fibres végétales, la cellulose, des fruits et des légumes, très important pour avoir un transit intestinal régulier, régularisé. Il faut aller à la selle une fois par jour. Alors, bien sûr, de temps en temps, on y va beaucoup plus, ça arrive, mais il faut combattre la constipation. Alors, j'en entends. Pas quelqu'un qui, depuis toujours, va une fois par toutes les 48 heures à la selle. C'est pas ça, la constipation. La constipation, c'est quelqu'un de normal et qui, puis, un jour, il vient et vous dit « Je ne sais pas ce qui se passe, mais maintenant, je ne vais à la selle que 3 fois ou 2 fois par semaine. » Alors qu'autrefois, ce n'était pas du tout le cas. Donc ça, attention. Ça, c'est un élément qui intervient. Il y a des gens qui sont constipés naturellement. Bon, il faut entendre aussi ce que c'est que la constipation naturelle. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est relativement modeste quand même. Hein. Mais la constipation de 3-4 jours, alors chez quelqu'un qui apparaît, chez quelqu'un qui n'avait jamais eu ce genre de symptômes, c'est quelque chose de tout à fait anormal. Et pour combattre la constipation naturelle, je dirais, c'est la régularisation du transit. Il n'y a pas mieux que les fruits et les légumes. Alors on dit 5 fruits et légumes, 5 légumes, 5 fruits par jour. Pourquoi 5? Pas parce qu'il n'y a pas eu d'études statistiques montrant que c'était mieux que 4 et que 6 c'était pas bon. Non, 5 parce que c'est raisonnable, c'est tout simplement pour être sûr que vous allez varier. Si un jour vous n'en mangez que 4, ne vous inquiétez pas, vous ne mourrez pas le lendemain. Hein. Mais il faut que ce soit varié. Voilà. Parce qu'on sait très bien que dans les familles, en particulier quand il y a des enfants, pas toujours facile de faire manger des brocolis. Et quand vous êtes au 3e jour de brocoli, ça peut être à la source de certaines émeutes. Quoi. Il faut faire attention. Et donc il faut varier. Tout ce que je vous dis là sur le plan alimentaire, ça n'a de valeur que si on le considère dans le temps. C'est pas parce qu'un jour vous mangerez une côte de bœuf qui vous fait plaisir au grill, au barbecue et que vous en avez mangé 300-400 grammes que vous allez mourir le lendemain. Non. Par contre, si vous êtes dans l'excès de certaines choses qui durent pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a des gens qui ont des habitudes alimentaires particulières. Hein. Moi j'ai connu un patient qui mangeait 1 kg de viande rouge par jour. Oh. Oui. 1 kg. Il me disait je l'aime. Je dis heureusement, sinon. Mais 1 kg par jour. Mais il dit j'ai toujours fait ça. Mais très bien. Voilà. Mais ne vous amusez pas à ça, c'est pas bon. Mais tout simplement, c'était pas bon du tout parce qu'il avait fait pendant 40 ans. Bon, voilà. Donc ça n'a de valeur que si c'est dans la durée, hein, si c'est répété. Ça, ce sont les éléments. Alors, il y a plein d'autres éléments diététiques que je pourrais dire, les pesticides, tout ça, c'est pas bon, bien sûr, c'est pas bon. Mais quand on regarde les risques en rapport avec tout ce qu'on dit, les colorants, les conservateurs, tout ça, etc., dont on nous rebat les oreilles, et il faut en tenir compte, évidemment. Mais par rapport à tout ce que je vous ai dit, la prévention de l'obésité, la réduction de l'alimentation en graisses animales, l'augmentation des fibres végétales, par rapport à ces éléments-là, ça compte pas, ou presque pas. Hein.
Donc le plus important, c'est les choses simples finalement, et tant mieux, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus applicable. Parce qu'une mesure préventive, il ne s'agit pas que de la connaître, il s'agit aussi de l'appliquer et de s'y tenir de manière régulière, prolongée. Autre élément dans la prévention, je terminerai par là, il y a un facteur qui est de plus en plus important que l'on. Il y a 15 ans, 20 ans, on en parlait très peu, mais c'est le combat contre la sédentarité. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport entre la sédentarité et le cancer du côlon? Eh bien, il y en a un. Actuellement, il y a eu des études scientifiques très, très sérieuses faites aux États-Unis qui ont montré que, en comparant des populations à hygiène diététique correcte, telle que ceux que je vous ai indiqués, comparé à des populations à hygiène diététique défectueuse, et des populations qui, quel que soit l'état d'hygiène, ont une sédentarité importante, c'est-à-dire des gens qui font moins de X pas par jour, c'est-à-dire on calcule le nombre de pas qu'on peut faire, sédentarité forte, et d'autres qui ont une activité physique beaucoup plus importante. Tous ces groupes-là, ça demandait des cohortes, c'est-à-dire des nombres de patients supérieurs à 100 000 patients. C'est des études qui dépassent les 300 400 000 individus pour avoir une signification statistique. Sinon, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Et donc, toutes ces études-là montrent une chose. Bien sûr qu'il est mieux de bien manger que de mal manger. Bien sûr qu'il est mieux de bouger que de ne pas bouger. Mais surtout, que, quelle que soit la diététique, il est mieux de bouger que de ne pas bouger. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il vaut mieux observer une bonne activité physique qu'une bonne diététique. Attention, je ne vous dis pas que si vous avez une activité physique, il faut manger n'importe quoi. Ça, parce que ça s'additionne. Mais le facteur physique, activité physique, est plus prégnant, c'est un mot de statistique, ça aussi, est plus significatif que le facteur diététique. Ce qui n'efface pas la nécessité de respecter la diététique. Mais le facteur sédentarité est aussi un élément de beaucoup plus mauvais pronostic sur le plan statistique que la mauvaise diététique. Donc tout cela, bien sûr, combiné, bonne connaissance des populations à risque, mise en œuvre des règles d'hygiène diététique telles que je vous ai indiquées, on peut les améliorer, mais déjà si vous faites ça, c'est déjà pas mal, respect des règles diététiques, et également une activité physique adaptée. Il ne s'agit pas de faire de vous des champions olympiques, mais d'avoir une activité physique adaptée à votre âge, à votre état physiologique. Voilà. Et donc si on respecte cela, eh bien, on réduit, on ne fait pas disparaître le cancer du côlon, mais on réduit les risques d'en avoir un. Voilà. Merci. Je suis prêt à